Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La liste a été cachée le plus longtemps possible. Il s'agit des prénoms des placés en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Thomas. On trouve Mathis et Yanis, mais aussi Shahid, Yassir et Faisal. Révélation du JDD hier. Pourquoi une telle précaution ? À Crépol, la colère menace de prendre le dessus sur l'accablement. À Romans-sur-Isère, d'où sont originaires plusieurs suspects, le week-end a vu défiler des membres de l'ultra-droite. Le porte-parole du gouvernement est attendu sur place aujourd'hui et l'enjeu est de taille. Jacques Serret. Oui, ici officiellement, il s'agit pour le ministre de montrer, je cite, le soutien et l'engagement de l'État. L'objectif sera bien pour Olivier Véran de tenter de déminer la polémique du moment. Une polémique due à une gêne au plus haut sommet de l'État. Dès mercredi dernier, Gérald Darmanin disposait des identités des principaux suspects du meurtre de Thomas. Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays, réagissait l'un de ses collègues du gouvernement cité par Le Figaro. Conséquence, les autorités qui avaient accès au dossier se sont démenées pour que rien ne fuite dans la presse. C'était sans compter sur le journal du dimanche qui a révélé hier les prénoms des jeunes placés en garde à vue. Nouvel élément en date, le procureur de la République explique désormais que 9 victimes ont entendu des propos hostiles aux Blancs. Olivier Véran devrait ne pas manquer d'y réagir, reste à savoir comment. La semaine dernière, il refusait de prendre à son compte le terme d'ensauvagement formulé par Gérald Darmanin. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et dans l'enquête sur la mort de Thomas, 6 des 9 personnes mises en examen ont été placées en détention provisoire. Quant aux 2 manifestations de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère samedi et dimanche, elles se sont soldées par 24 gardes à vue. Enquête ouverte à Dijon après la mort par balle d'un quinquagénaire victime collatérale du trafic de drogue. L'homme dormait dans sa chambre au premier étage d'un immeuble du quartier Stalingrad dont la façade a été la cible de tirs d'armes automatiques. Les auteurs, au moins 2 personnes selon le procureur, ont pris la fuite. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Ce lundi marque également le dernier jour de trêve entre le Hamas et Israël. 17 otages ont été libérés hier. Et ce qui porte le nombre total d'otages relâchés à 58. S'ils semblent en bonne santé pour la plupart, leur état psychologique est observé de très près, surtout pour les enfants. Après plusieurs semaines de captivité, les premières heures de prise en charge sont déterminantes pour la suite. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Wilfried de Villers. Depuis 2 jours, le professeur Doron Gotelf suit de près les premières paroles, les premières réactions des 7 enfants qu'il prend en charge à l'hôpital Sheba. C'est le chef du service psychiatrie de l'enfant. On voit bien qu'ils ont traversé des moments difficiles et quelques-uns réalisent que certains de leurs proches sont morts. C'est un moment très sensible et malheureusement les chances qu'ils développent des symptômes de stress post-traumatique sont élevées. S'il est encore trop tôt pour saisir toute l'ampleur du traumatisme, les premiers jours sont essentiels pour se réadapter, explique Ifat Hazar Cohen. Travailleuse sociale, elle suit un petit garçon de 8 ans, libre depuis vendredi. Ils sont en pleine phase de réalisation. C'est déroutant pour eux. Ils passent d'un extrême à l'autre. L'univers dans lequel ils évoluent ces dernières semaines est le retour à leur vie d'avant. C'est donc principalement une période de réajustement avec la réalité. Pour rassurer les enfants, les ancrer dans la réalité, les chambres où ils sont accueillis ont été personnalisées. Dans la chambre, il y a toutes les choses qu'ils aiment, leurs jouets, leurs biscuits et leurs vêtements préférés dans lesquels ils se sentent bien. Le ministère de la Santé a mis sur pied un protocole précis pour accompagner ces enfants, leurs familles aussi, qui d'ici quelques jours sortiront de l'hôpital. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1. Et parmi les otages libérés, il y a cette petite américaine de 4 ans détenue depuis plusieurs semaines. Elle s'appelle Abigail. Le président américain en personne a tenu à saluer sa libération. Une petite fille nommée Abigail qui a eu 4 ans. Elle a passé son anniversaire, cet anniversaire-là, et au moins 50 jours avant celui-là, en otage du Hamas. Sa mère est morte sous ses yeux pendant l'attaque du Hamas de son kibbutz. Aujourd'hui, elle est libre et en Israël. Et on continue de mettre la pression et on attend la libération d'autres otages américains. Nous n'arrêterons pas tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux. Le président américain Joe Biden qui s'est également entretenu avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pas opposé à la prolongation de la trêve. Une seule condition, la libération de 10 otages par jour de pause supplémentaire. L'actualité de ce lundi matin, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui du procès de 6 anciens collégiens, tous impliqués à divers degrés dans l'assassinat de Samuel Paty. Audience à huis clos devant le tribunal pour enfants. 5 sont poursuivis pour avoir désigné le professeur d'histoire-géographie au terroriste contre rémunération. Une pour avoir dénoncé son cours sur les caricatures de Mahomet alors qu'elle n'y assistait pas ce jour-là.
Et on va reparler de ce procès dans un instant avec le premier invité d'Europe 1 Matin, le président de l'association Unité Laïque, Jean-Pierre Sakoun. Cet attentat terroriste qui visait Samuel Paty avait relancé l'inquiétude sur la montée de l'islam politique et radical dans certains établissements scolaires. L'un d'eux, le lycée privé Averroès de Lille, pourrait perdre son contrat d'association avec l'État suite du rapport accablant que Europe 1 vous révélait la semaine passée. L'académie doit statuer sur son sort, mais la préfecture dénonce son financement et le contenu de son enseignement. Qu'en pensent les intéressés, c'est-à-dire les professeurs et les élèves? Enquête du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Quand on évoque l'avenir de leur établissement, les élèves filent et pressent le pas. Aucune réponse, ou presque. Seule une adolescente en classe de première confie son inquiétude. Où vais-je aller si Averroès ferme, se demande-t-elle en ajustant son voile sur sa tête. C'est une chasse aux sorcières, m'affirme un professeur qui souhaite garder l'anonymat. Le rapport commandé par le préfet est vide. Et concernant la présence de cours d'éthique musulmane au contenu salafiste, c'est faux, rétorque cette même enseignante. Si c'était le cas, je serais parti depuis longtemps. Des professeurs préoccupés, car sans contrat d'association avec l'État, pas de versement des salaires. La commission consultative académique doit décider cet après-midi du sort du lycée Averroès et de ses 500 élèves. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis dans le Pas-de-Calais voisin, les sinistrés tentent d'effacer les traces des inondations alors que de nouvelles précipitations sont malheureusement annoncées aujourd'hui. Et le département de nouveau placé en alerte orange au cru. Qu'importe, les habitants espèrent toujours pouvoir rentrer chez eux. L'heure est au nettoyage et à l'assèchement des murs gorgés d'humidité. Les entreprises spécialisées sont à pied d'œuvre, mais il faudra du temps pour effacer les traces des inondations comme dans cette école de Blandec. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Sur les murs des salles des classes et ceux de la cantine, on distingue encore clairement la trace de la montée des eaux. Alors, par exemple, vous pouvez avoir, on va dire, la ligne de flottaison à 1,50 m, mais vous pouvez avoir de l'humidité jusqu'à 2 mètres. Pour répondre à la multiplication des chantiers comme celui-là, Guillaume Durand de l'entreprise Polygone a dû faire venir d'Allemagne du renfort de matériel d'assèchement. Ici, ça va suffire, mais on part quand même sur des délais d'assèchement de minimum 28 jours. Et dans les collectivités ou chez les particuliers, chaque intervention post-inondation est une réponse à la détresse des sinistrés. On leur explique tous nos procédures, les techniques, ce qu'on va mettre en place, les moyens qu'on déploie. Donc on les soutient, leur apporter un maximum de solutions. Les élèves de cette école privée accueillis dans d'autres établissements attendent eux aussi de tourner la page de cette catastrophe, selon Alexis, l'un des parents. La directrice informe via une application Éducartable, donc notamment pour les travaux scolaires. Et comme quoi cette entreprise était arrivée pour commencer les travaux de nettoyage et d'asséchage pour l'humidité. Donc là, les enfants, ils ont hâte, j'imagine. Ah bah c'est sûr, surtout les maternelles, de retrouver ces murs. Mais ici, le retour en classe ne se fera sans doute qu'après les vacances de Noël. Un reportage à Blandec, Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Les sports, Lyon reste scotché à la dernière place de la Ligue 1. Défaite des Lyonnais 2-0 hier soir face à Lille lors de la 13e journée. Puis imbattable, Mikaela Shiffrin, l'américaine, remporte le slalom de Killington aux États-Unis. 90e victoire en Coupe du Monde de ski alpin. C'est tout simple, c'est le record absolu. Voilà, et puis imbattable Max Verstappen aussi, champion du monde de Formule 1 pour la 3e année consécutive dans une saison sans suspense. Mais c'est tellement sympa quand même à regarder la F1. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.